Je t'adopte si tu parviens à guérir mes enfants, ironisa le millionnaire, se moquant du jeune garçon des rues. Celui-ci ne fit que toucher les jambes de ses enfants, et leur destin bascula pour toujours. Léo s'éveilla lorsque les premières lueurs de l'aube dissipèrent l'obscurité. Le banc public d'une tranquille ville de province sur lequel il avait dormi était encore humide de la rosée nocturne. Un froid pénétrant, caractéristique des fins de nuit, s'agrippait à lui. Il avait 7 ans, bien que sa maigreur le fît paraître plus jeune encore. Ses habits, usés jusqu'à la corde, portaient les stigmates de sa vie d'errance. Il n'avait aucun souvenir clair d'une autre vie que celle-ci. Cette précarité semblait être son état depuis toujours, une réalité immuable. Se relevant avec une raideur douloureuse, il se dirigea d'un pas lent vers une fontaine publique dont le murmure était le seul son dans le calme matinal. L'eau glacée sur son visage le tira complètement de sa torpeur. Il but à petites goulées, apaisant une soif naissante. La faim, cette vieille ennemie, se manifestait déjà, mais il l'accueillait sans angoisse. Au fond de lui, une foi simple et puissante lui assurait que la providence pourvoirait à ses besoins du jour. Léo s'entretenait sans cesse avec Dieu, comme avec un compagnon de route fidèle et silencieux. Il n'utilisait pas de formules consacrées, mais des mots qui venaient du cœur. Salut. Merci pour la lumière de ce jour. Si c'est possible, j'aurais bien besoin de manger, chuchota Théil, s'essuyant le visage du revers de sa manche. La ville commençait à s'animer. Le vrombissement des moteurs, les coups de klaxon, le pas pressé des gens se rendant au travail créaient une symphonie urbaine dont il n'était qu'un spectateur invisible. Il marchait parmi la foule, mais personne ne le voyait. Un passant l'évitait avec un air de dégoût, un autre ignorait sa présence. Il n'en avait cure. Une étrange assurance habitait son cœur, il était protégé, sa vie avait un sens, même si ce dernier lui échappait encore. Loin de là, dans l'opulence d'un manoir, Stéphane Mercier ouvrait les yeux. Le sommeil le fuyait depuis longtemps, laissant place à des nuits blanches peuplées de fantômes. Il quitta son lit, passa un luxueux peignoir et entra dans sa salle de bain. Le grand miroir lui renvoya l'image d'un homme dans la force de l'âge, mais dont les cheveux grisonnants aux tempes et le regard sans âme trahissaient une profonde lassitude. En bas, le silence régnait. Sandrine, sa femme, devait être encore sous l'effet des somnifères qui lui permettaient d'échapper à la réalité. Ses enfants, Lucas et Chloé, commençaient sans doute une autre journée, une autre épreuve, entièrement dépendant de leurs béquilles. Une chape de plomb s'abattit sur la poitrine de Stéphane, cette angoisse familière qui ne le quittait jamais. Le souvenir de l'accident était une plaie toujours à vif. C'était il y a 3 ans. Il conduisait, les jumeaux à l'arrière. Une dispute téléphonique professionnelle, sa colère, sa vitesse excessive. Le camion qu'il n'a pas vu arriver. Le choc, terrible. Lui, indemne. Eux, brisés. Les médecins avaient été formels, les séquelles neurologiques étaient permanentes. Il avait refusé de l'accepter, dépensant sans compter pour trouver un remède miracle. En vain. Le verdict était chaque fois le même, irréversible. Sandrine, incapable de supporter la culpabilité non avouée de son mari, et rongée par la sienne, avait sombré dans la dépression. Les médicaments étaient sa seule évasion. Leur amour s'était dissous, ne laissant qu'une façade de mariage. Sébastien, le chauffeur, se présenta à 8 heures précises. Homme de la cinquantaine, discret et loyal, il travaillait pour la famille depuis une décennie. Sa foi était son roc. Il lisait sa Bible quotidiennement et fréquentait l'église assidûment. « Bonjour, monsieur Mercier, dit-il d'une voix posée. « Bonjour. » Au bureau. La circulation était chaotique. Plongé dans son smartphone, Stéphane s'isolait du monde extérieur. Sébastien naviguait dans le flot de voitures avec un calme imperturbable. À un feu rouge, Léo surgit. Il toqua à la vitre de Stéphane. Ses mains étaient noires de crasse, ses pieds nus, mais son regard possédait une intensité peu commune. Stéphane le chassa d'un geste impatient. Léo se tourna alors vers Sébastien, qui entrebâilla sa fenêtre. « Qu'est-ce que tu veux, jeune homme ? » « J'ai faim, monsieur. »« Avez-vous quelque chose ?» Sébastien avisa le casse-croûte que son épouse lui avait préparé. Sans une hésitation, il le lui tendit. « Prends, mon garçon. Sois béni. » Léo accepta l'offrande avec un sourire qui illumina son visage. Puis,
il se tourna vers Stéphane. Leurs regards se verrouillèrent. Stéphane sentit un malaise, comme si ce gamin lisait en lui à livre ouvert. « Vos enfants se porteront bien », articula Léo. Sa voix était faible, mais les mots parvinrent à Stéphane comme s'ils avaient été criés à son oreille. L'homme d'affaires fut saisi par la confusion et la colère. Comment ce gosse pouvait-il savoir? Démarrer, Sébastien. Lança-t-il d'une voix dure. La voiture s'élança. Dans le rétroviseur, il vit Léo lui faire un signe de la main. L'image s'incrusta dans son esprit. « Vous lui avez parlé de mes enfants » interrogea-t-il, suspicieux. « Jamais, monsieur. Vous le savez. » Alors, comment? Dieu a ses messagers, monsieur. Les enfants en font souvent partie. Stéphane rejeta l'explication avec mépris. N'importe quoi. Il m'a reconnu dans un magazine, voilà tout. Pourtant, le visage de Léo et ses paroles énigmatiques le hantèrent. Dans les jours qui suivirent, d'étranges apparitions renforcèrent son trouble. Il crut voir Léo en sortant d'un restaurant gastronomique, puis dormant sur un banc, et même devant l'hôpital où il conduisait ses enfants. Il me harcèle. S'emporta-t-il auprès de Sébastien. Ce gamin est partout. Je pense qu'il vit dans les parages, monsieur. C'est sans doute une coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence. C'est un petit escroc qui prépare son coup. Ils sont doués pour repérer les proies faciles. Je ne crois pas, patron, répondit doucement Sébastien. Cet enfant a l'air pur. La pureté n'existe pas, Sébastien. Tout le monde a un mobile. Pensez-vous réellement cela? La question resta en suspens, dérangeante. La vie au manoir était un désert affectif. Sandrine était une ombre. Lucas et Chloé vivaient leur handicap avec une résignation d'adultes. Emma, la sœur de Stéphane, venait régulièrement prendre la température. Ambitieuse et envieuse, elle voyait dans la détresse de son frère une occasion à saisir. « Tu es en train de tout gâcher, Stéphane », lui asséna-t-elle un soir. « Tes problèmes personnels ruinent l'entreprise. Laisse-moi prendre les rênes, le temps que tu te ressaisisses. » Il la connaissait trop bien. Jamais. Je contrôle la situation. Son sourire carnassier en disait long sur ses intentions. Elle veut ta place, lui dit Sandrine plus tard. Je sais, répondit-il. 2 semaines plus tard, la soirée de gala caritative annuelle eut lieu au manoir. Une mascarade mondaine que Stéphane exécrait mais à laquelle il se pliait. Ivre, il jouait son rôle, un sourire mécanique vissé aux lèvres. Près du portail, des mendiants espéraient quelques restes. Emma alla les chasser sans ménagement. Dehors. Bande de parasites. Léo était parmi eux. Il la fixa avec un calme qui la déstabilisa. Toi. Toujours là. Disparais ou j'appelle la police. Attirés par le bruit, Lucas et Chloé s'approchèrent avec leurs béquilles. Qui est-ce, Tata? Demanda Chloé. Un moins que rien. N'y prêtez pas attention. Mais le sourire de Léo avait capté l'attention de Chloé. Un échange s'engagea. Je m'appelle Léo. Moi Chloé, et lui c'est Lucas. Tu vis dehors? Sans qui Lucas? Oui. Mais Dieu veille sur moi. Emma était exaspérée. Arrête ton numéro de saint. Allez, les enfants. C'est alors que Stéphane, alerté par l'attroupement, arriva. Reconnaissant Léo, il l'interpella. Toi. Le gamin qui me suit partout. Puis, l'alcool aidant, il eut une idée qu'il jugea brillante. Il fit venir quelques convives. Approche, mon garçon. Léo obéit. Tu voudrais une vie meilleure, hein? Une maison, un lit? Ce serait bien, mais je ne suis pas là pour ça. Ah oui? Et pourquoi alors? Je devais être là. C'est tout. Stéphane éclata d'un rire gras, imité par son auditoire. Emma savourait la scène, anticipant le scandale. Écoutez tous. Clama Stéphane. Je fais un pacte avec ce garçon. Sébastien, non loin, pria en silence. Si tu guéris mes enfants, je t'adopte. C'est promis. Tu auras tout ce que tu désires.
Mais il faut qu'il remarche. Un silence gêné s'installa. Emma, elle, riait aux éclats. Magnifique, Stéphane. Tu es ivre-mort, mais c'est une excellente blague. Profitant, gamin. Sandrine, horrifiée, sentit les larmes lui monter aux yeux. Lucas et Chloé, humiliés, ne disaient rien. Seul Léo restait impassible. Il se tourna vers Stéphane. Puis-je essayer ? Sa réponse désarçonna le millionnaire. Vas-y, bien sûr. Amuse-nous, petit magicien. Léo s'agenouilla devant les jumeaux. Croyez-vous que cela soit possible ? Leur demanda-t-il doucement. Ils hochèrent la tête, un timide espoir naissant en eux. Alors essayons. Il posa ses mains sur leurs jambes inertes, ferma les yeux et murmura une prière silencieuse. L'assistance retenait son souffle. Rien ne se produisit pendant un long moment. Puis Chloé tressaillit. Un picotement, d'abord faible, puis de plus en plus intense, envahissait ses membres. Lucas ressentit la même chose. Je sens quelque chose, dit Chloé, stupéfaite. Moi aussi, confirma son frère. La sensation se mua en une chaleur bienfaisante, comme si la vie revenait irriguer leurs jambes. Chloé laissa tomber ses béquilles. Le bruit claqua dans le silence. Elle fit un pas. Tenta un second. Elle tenait debout. Lucas l'imita. D'abord mal assurés, leurs pas devinrent de plus en plus fermes. Soudain, Chloé se mit à courir, ivre de joie. Elle rejoignit son frère et ils s'effondrèrent au sol dans une étreinte, mêlant rire et larmes. Je marche, Lucas. Je n'ai plus mal. Sandrine, dans un cri, se jeta sur eux, les couvrant de baisers. Sébastien, à genoux, remerciait le ciel. Stéphane était comme pétrifié. C'était impossible. Emma, livide, criait à l'imposture. C'est une arnaque. Une mise en scène. Le docteur Dubois, orthopédiste des enfants, s'approcha. Après un examen rapide, il déclara, la voix blanche, je n'ai aucune explication rationnelle. C'est médicalement inexplicable. Leur nerf était détruit. Le docteur Lefebvre, neurologue, confirma. C'est une régénération spontanée et complète. C'est un miracle. Stéphane s'avança vers Léo. Que as-tu fait ? J'ai prié. Qui ? Léo désigna le ciel. Lui. Le monde de Stéphane basculait. Vous m'avez fait une promesse, rappela doucement Léo. Tous les regards étaient braqués sur lui. Sandrine, Lucas, Chloé l'imploraient du regard. Je tiens parole, déclara-t-il, sa propre voix lui paraissant lointaine. J'entame la procédure d'adoption. Emma quitta la fête en proférant des menaces. La soirée se termina dans la confusion. La famille, pour la première fois depuis des années, se retrouva unie autour de Léo. Il passa la nuit au manoir. Le lendemain, l'histoire commença à se répandre, malgré les efforts de Stéphane pour l'étouffer. Emma lança une campagne de dénigrement, le faisant passer pour fou. Avec l'aide d'Olivier Morel, un cadre supérieur, elle commença à saboter l'entreprise. Mais au manoir, le vrai miracle se poursuivait. Léo, par sa simple présence, apaisait les âmes. Lucas et Chloé redécouvraient la joie de vivre. Sandrine abandonna ses anxiolytiques et reprit goût à la vie. Stéphane, bien que toujours sceptique, ne pouvait nier la transformation de sa famille. Emma tint sa promesse et saisit la justice, engageant Maître Bernard pour faire annuler la procédure d'adoption pour cause d'aliénation mentale de son frère. Stéphane riposta en engageant Maître Valérie. Le témoignage des enfants sera notre meilleur atout, affirma-t-elle. Le procès fut très médiatisé. Maître Bernard attaqua violemment, présentant Stéphane comme un homme irresponsable. Mais les témoignages du docteur Dubois et de Sébastien semèrent le doute. Le moment le plus poignant fut celui de Lucas et Chloé. Léo est notre frère, dirent-ils en chœur. Il nous a rendu la vie. S'il part, nous serons très malheureux. Leurs larmes sincères touchèrent le juge Monsieur Leclerc. Après délibération, il rendit son jugement. Le bien-être de l'enfant prime, déclara-t-il. Léo a trouvé ici un foyer aimant.
les accusations d'incapacité mentale contre Monsieur Mercier ne sont pas fondées. L'adoption est donc validée. Léo Mercier est votre fils. La joie éclata dans le clan Mercier. Emma, défaite, quitta le palais de justice, jurant de se venger. La vie reprit son cours, mais sur de nouvelles bases. Stéphane, libéré d'un poids, fit face aux manigances de sa sœur. Il réunit les preuves de sa trahison et la fit exclure de l'entreprise, ainsi que son complice Olivier Morel. Puis, il créa la Fondation Mercier, dédiée à l'aide à l'enfance des rues. C'était sa façon de remercier, de donner un sens à sa fortune. La famille entière s'investit dans ce projet. 10 ans s'écoulèrent. Léo, devenu un jeune homme de 17 ans, était sur le point d'entrer à l'université. La famille, heureuse et soudée, était réunie. « Je me souviens de notre première rencontre, » dit Léo. « Je vous ai vu, père, et j'ai su. » Le mot « père », prononcé pour la première fois, émut profondément Stéphane. Comment? Une intuition. La même foi qui ne m'a jamais quitté dans la rue. Stéphane le regarda avec une immense fierté. Tu nous as sauvés, Léo. J'étais riche, mais pauvre de sens. Tu m'as montré l'essentiel. Vous m'avez offert un foyer, répondit Léo. C'est moi qui vous dois tout. Faux, rétorqua Stéphane. La richesse était déjà en toi. Nous n'avons fait que lui donner un jardin pour s'épanouir. Cette nuit-là, en contemplant le ciel étoilé, Stéphane Mercier pria. Des mots simples, maladroits, mais qui venaient du plus profond de son être transformé. Merci. Merci pour Léo. Merci pour cette seconde chance. Il ne reçut pas de signe, mais une paix immense l'envahit. Le miracle n'avait pas été seulement la guérison de 2 enfants, mais la rédemption d'une famille entière, rendue possible par la foi pure d'un enfant des rues.